Dans les couloirs glacés du château de Valmont, personne ne remarquait Claire Moreau. Ses pas se mêlaient au souffle des tapis, au froissement des robes, au cliquetis discret des verres que l'on empilait après les réceptions. Elle connaissait chaque pierre, chaque fissure des corridors comme on connaît une main aimée. Par habitude, par nécessité. On la voyait à peine, et c'était bien ainsi. Elle portait des plats et taisait des vérités. Elle allumait des chandelles et écoutait des murmures. 6 ans durant, son nom s'était effacé derrière la besace du service, derrière les plis d'un tablier. Pourtant, dans cette invisibilité, une attention aiguë l'affûtait. Les petites choses, le sens d'un mot, l'empreinte d'un seau, la façon dont une manche frôlait une table, devenaient pour elle autant de preuves muettes du monde qui l'entourait. Si vous lisez ces lignes depuis quelque contrée lointaine, dites-le en un mot sous ce récit. D'où venez-vous? Cela ne change rien à l'histoire, et pourtant la parole qui circule nous rappelle que même les corridors les plus oubliés sont observés. Le château de Valmont tenait sa hauteur comme un mot qu'on prononce avec lenteur. Imposant, froid, impeccable. Les tapis orientaux avalaient le bruit des pas, les hauts plafonds réverbéraient la lumière des lustres, et les portraits des anciens ducs semblaient juger les vivants. Armand de Valmont, le duc en exercice, vivait dans une solitude de marbre. Respecté par ses pairs, il souffrait d'un isolement que son rang, loin d'adoucir, rendait plus aigu. On lui prêtait un goût strict pour la justice, et ses réponses aux affaires du duché étaient des calculs mesurés. Les courtisans, eux, avaient des ambitions qui se dissimulaient derrière la politesse. Le marquis de Bohemond, à l'opposé, aimait que l'on voie sa soie et que l'on entende sa voix. Bohemond n'avait pas seulement de l'audace, il avait des appuis, des comptes, des sourires calculés. À ses côtés se tenait le baron de Morlex, plus discret mais tranchant, celui dont les regards semblaient coller des pièces invisibles sur une table de jeu. Ces deux-là s'accordaient sur un projet qui sentait la rouille et la poudre, faire tomber Armand, le dépouiller de son nom et de son influence, confisquer ses biens, répandre le doute jusqu'à en faire une arène publique de honte. La soirée du bal fut brillante et lourde comme une promesse. Les chandelles jetaient des bouffées d'or sur les parures, les violons filaient leur langueur entre des vers brefs. Claire circulait entre les groupes, un plateau en équilibre, la nuque raide pour éviter de renverser un cristal. Elle avait appris à rendre son visage impassible. Derrière ses cils, le monde s'épiait. C'est dans une antichambre, là où les invités prenaient un air plus mesuré avant de rejoindre la grande salle, que le hasard la guida vers ce qu'on appellera plus tard l'élément déclencheur. La conversation fut d'abord un murmure, une main posée sur le bras, un geste de commisération, puis des mots prononcés comme on dispose des cartes. La nuit est à nous. Le sot ne trompera personne. Mercier a reçu son dû. Claire, passant pour replacer une carafe, ralentit et prit la place d'ombre d'où l'on surprend mieux qu'on écoute. Les voix appartenaient au marquis et au baron. Elles roulaient avec cette assurance que donnent l'argent et l'habitude d'impunité. Il suffira d'un morceau de papier à la bonne encre, et personne ne regardera plus loin que le cachet. Le duc n'a pas l'instinct du politique. Il pardonne, il se retire. Nous prenons ce qu'il laisse. La voix du marquis veloutée, le sourire contenu dans la phrase. Le capitaine Mercier est payé. Il racontera ce que veulent nos registres. Son courage s'achète au prix d'une paix. Les témoins seront prêts, les signatures semblables. Le baron parlait de chiffres et de noms comme on énumère des chevaux. Claire sentit la chambre se refermer autour d'elle. Le détail qui n'aurait dû être qu'un bruit devint une clé. Le marquis évoqua un document caché dans son bureau, des brouillons, des reçus, et évoqua un sceau qui ne ressemblait pas tout à fait à celui qui ornait normalement les paperasses ducales. Il parla d'un « sceau » dans l'impression du moulage, un défaut qu'il comptait imiter sur le faux, et mentionna un petit symbole, un anneau brisé, une marque qu'un amateur ne remarquerait pas, mais qu'un regard attentif reconnaîtrait. Ce fut un trait de cire mal imprégné, disait-il, comme la fleur du lys presque complète, sauf pour cet anneau qui n'est que partiel. Claire retint tout. Les mots ne s'éparpillèrent pas. Ils s'inscrivirent sur sa mémoire comme sur une ardoise humide. Elle s'éloigna, servit 2 coupes à des gens qui discutèrent de rien,
et fit le reste en silence. Le monde continuait de rire, de danser, mais pour elle l'évidence jetait une ombre nouvelle. Il y avait une volonté tangible de renverser Armand, et cette volonté s'adossait à des preuves fabriquées. Elle ne se coucha pas cette nuit-là. Quand le château se vida et que l'on entendit seulement le pas des domestiques de garde, Claire se mit à arpenter les corridors. La peur, chez elle, n'était pas la paralysie. Elle devenait une sorte de lucidité alerte. Elle devait vérifier. Elle devait savoir. S'il existait des documents ou un moyen de prouver la supercherie, mieux valait agir avant que des témoins payés ne réparent les apparences. Marguerite, la vieille servante à la mémoire plus vaste que la mémoire du château, ne fut pas surprise quand Claire frappa à sa porte, à l'aube. Marguerite dormait peu, et gardait ses yeux vifs, comme on garde un talisman. Elle avait servi la maison Valmont bien avant que le nom d'Armand ne soit synonyme de noblesse. Elle connaissait les recoins, les errations secrètes et les habitudes des maîtres. Quand Claire exposa ce qu'elle avait entendu, Marguerite cacha une main au bas de son corsage, comme pour couvrir un souffle qui voudrait fuir. « La bibliothèque », dit-elle à voix basse. Il y a longtemps, il disait qu'on avait creusé la pierre pour ménager des chemins qui évitaient la grande aile, des passages pour éviter le scandale, pour se déplacer sans être vus. Les livres restent entre eux, et ceux qui savent les lire. « Mais comment y entrer ?» demanda Claire. Marguerite montra d'un signe une commode qui semblait naturelle au foyer d'une vieille dame. Sous la corniche du 3e rayon, derrière les volumes sur l'histoire de la province, le bois n'a pas la même teinte. Appuie avec le poing. Tu sentiras un ressort. Mais attention, le mécanisme grince encore. Il faut du patience et un tissu pour étouffer le bruit. Claire avait un avantage. Sa condition lui donnait aisance dans les heures où la maison dormait. Elle connaissait des phrases qui expliquaient les gestes nécessaires pour se faire invisible sans être ridicule. Elle programma ses pas comme on trace une route. Précision et humilité. La première fois qu'elle entra dans la bibliothèque, la lumière était faite d'un faible bec de cire que Marguerite avait dissimulé sous un manteau. Les étagères débordaient de reliures fatiguées. L'odeur du cuir, du papier et de la poussière formait un parfum ancien, presque sacré. Les mains de Claire effleurèrent les dos des livres. Cherchant la différence de grain indiquée, elle trouva la liasse, pressa. Le bois céda, un cliquetis sourd se fit entendre, comme un animal qui grince ses dents. Un pan de bibliothèque s'écarta, livrant une obscurité courte, un corridor que la lumière n'atteignait pas. Elle introduisit la lampe, se glissa à l'intérieur et découvrit un passage étroit qui courait entre les murs, suffisant pour une personne courbée. Il sentait l'humidité et la pierre. L'air, là, était différent. Il gardait les secrets mieux que le reste de la maison. Il l'emmena vers une porte basse, camouflée derrière une tapisserie, et au-delà un corridor menant à l'aile des bureaux privés. Les marches descendaient en tournant, et chaque pas exigeait prudence. Si la bibliothèque était l'écrin, ce couloir en était le fil secret qui reliait les décisions privées aux travées publiques. À la porte du bureau du marquis, Claire s'en prit à la serrure. Non pour la crocheter, il eût été folie de tenter de dérober un papier, mais pour mieux écouter par le trou du verrou. La poignée manquait de graisse. La porte n'était pas entièrement close. Elle vit, au travers d'un petit jour, un meuble lourd, un pupitre, un encrier, et posé sur un coin du bureau, un paquet de feuilles retenu par une bande de cuir. Le sceau qui en ornait la coupe n'était pas celui du cal tel qu'elle l'avait vu lors de rares cérémonies. La fleur du lys semblait incomplète, et au centre, l'empreinte du métal présentait un point de fusion, où la cire s'était gorgée et avait formé un anneau manquant. C'était ce signe dont avait parlé le marquis. Pourtant, Claire n'ouvrit pas. Elle se contenta de graver l'image dans sa tête. L'empreinte de cire, la torsion de l'écriture, la manière dont la gomme des lettres dessinait un « A » à la hâte. Elle vit aussi une petite tache d'encre sur le coin d'une feuille, comme si la plume avait hésité. Un détail, pensait-elle, qui ferait vaciller un homme sûr de son imposture. Elle remonta par le passage, le cœur tambourinant dans sa poitrine comme un tambour de guerre. L'air paraissait plus léger, mais la gravité de ce qu'elle venait de voir la tenait. La connaissance produisait une responsabilité.
Elle ne pouvait garder cela pour elle, car la chute d'Armand signifierait la ruine pour bien des mains qui tenaient la maison. Mais à qui parler? Madame Hébert était dossier, femme de confiance de la duchesse mère, chargée des affaires intérieures, de la conduite des jeunes gens de la maison et, surtout, d'un réseau discret de relations dans la haute noblesse et parmi les magistrats. Madame Hébert n'était pas la plus démonstrative des alliés. Elle pesait toujours le risque contre le bénéfice, et son aide, quand elle venait, avait la froideur d'une chose longuement réfléchie. Claire frappa à sa porte avec une audace tremblante, et la gouvernante, grande et sévère, ouvrit en plissant les yeux. « Vous venez à cette heure pour une linette, mademoiselle ?» demanda-t-elle, dans une ironie qui cachait sa vigilance. Claire exposa, sans fioriture, comme on compte des faits. Elle dit les voix, les phrases, le nom de Mercier. Elle décrivit le sceau, l'anneau manquant, la tache d'encre. Madame Hébert écouta, le visage impassible. Mais quand Claire eut fini, elle posa la main sur la table comme quelqu'un qui prend une décision irrévocable. « Il faut parler au magistrat du lac. » Sa voix était mesurée. « Il ne condamnera pas sans entendre les deux parties, et il connaît les règles qui gouvernent la preuve. Mais sachez ceci, il faudra une tête froide et le courage de se tenir devant des gens qui vous prendront pour une menteuse. » La perspective fit vaciller Claire. Elle n'avait aucune expérience du verbe devant la justice, sinon l'écoute des mains qui rangeaient, l'obéissance des ordres. Et pourtant, c'était la seule voie plausible. Le marquis disposait de parures et d'hommes pour recouvrir la vérité. La seule manière de le pousser à l'erreur consistait à l'obliger à se contredire, à montrer publiquement qu'il s'appuyait sur des pièces fabriquées. Madame Hébert baptisa le plan avec la lenteur d'un artisan. Dulac était un magistrat réputé pour sa délicatesse. Il aimait les preuves palpables, mais savait aussi écouter les dépositions qui, parce qu'elles venaient d'ignorer, révélaient des angles que les nobles polissaient. Madame Hébert connaissait son goût pour l'ordre. Elle savait qu'il détestait les faux-semblants. Si nous lui présentons un témoin qui peut, par de petites choses, prouver qu'on a cru bon de falsifier, il écoutera. Mais il faut aussi lui fournir une piste tangible, quelques liens, un reçu, une note, un témoin payé. Sans cela, il apparaîtra comme une querelle de cour. Marguerite s'entremêla dans la conversation, plus gaie d'un rire discret que sérieuse. J'ai vu des hommes ouvrir des coffres pour y cacher des paquets qui semblaient n'être que lettres. Les domestiques voient des signes. La barrière de cire, les taches d'huile sur le parchemin, la manière dont l'encre s'étale. Tout cela est de petits indices. Et puis, il y a Mercier. On peut le payer en retour, si l'on trouve l'homme qui tient le livre des comptes. Ils établirent un ménage de détails. Claire devait apprendre par cœur ce qu'elle avait vu. Non des mots savants, mais des images. La façon dont la cire avalait la lumière, l'anneau manquant, la tache d'encre sous la marge, la signature de la main qui hésitait. Marguerite fournirait des repères sur le passage et des créneaux horaires de garde. Madame Hébert se chargerait de contacter le magistrat du lac et d'obtenir une audience. Le plan se ficelait, non sans précaution. On ne pouvait se permettre d'exposer Claire avant d'avoir des éléments tangibles. Les jours qui suivirent furent pris par la préparation. Le château changea d'atmosphère. On remarqua des messagers, des lettres fermées, des silhouettes qui venaient au crépuscule pour parler à Beauhaumont. Armand vit ses serviteurs changer à son service, la garde renforcée, et il comprit sans savoir encore l'ampleur qu'une tempête se préparait. Des ordres vinrent du marquis pour faire geler les comptes du duc. Des huissiers vinrent lire à voix basse des arrêtés qui retiraient l'usage des terres. C'étaient des mesures conservatoires, des doigts qui tentèrent de couper les racines du pouvoir d'Armand. Il se retira dans la chambre haute, laissant la maison en proie à une inquiétude sourde. Claire observait la métamorphose du château comme on regarde un théâtre s'éclairer avant la représentation. Les domestiques chuchotaient en coin, certains regardant Claire comme si elle détenait déjà la vérité. D'autres la craignaient, la soupçonnant de jouer un rôle qu'ils ne comprenaient pas. Elle se sentait à la fois plus visible et plus exposée que jamais. Sa plus grande crainte n'était pas la colère des nobles. Elle craignait le silence des puissants qui s'accordent. Elle craignait d'être étranglée par la responsabilité de ce qu'elle savait. Pourtant, l'idée de laisser Armand tomber, de l'entendre traîner dans les rues sur des accusations sans poids, lui était insupportable. Pour elle,
La noblesse véritable n'était pas dans l'écusson, mais dans la droiture. Elle s'était jurée, dans le fond d'une nuit, que si la vérité pouvait être arrachée au mensonge, elle le ferait. Il y eut une nuit en particulier où le ciel semblait tenir sa respiration. Madame Hébert avait obtenu une audience auprès de Dulac. Le magistrat avait un bureau modeste, des livres de loi entassés et une fenêtre qui donnait sur une cour peuplée d'ombre. Il accueillit Claire sans l'austérité d'un juge hautain, mais avec la gravité d'un homme qui sait qu'il doit peser la parole avant de la permettre. Il la regarda longuement, cherchant dans son visage une trace de mensonge. « Mademoiselle Moreau, dit-il d'une voix qui plaçait les mots comme des pierres, le droit requiert plus que le courage. Il requiert la vérité, bien sûr, mais aussi la preuve. Pourquoi devrais-je croire quelqu'un que l'on a, jusque-là, oublié? La question était tranchante mais pas méprisante. Claire sentit la mouture du doute dans sa gorge. Elle répondit doucement, sans s'élever. « Parce que je porte des images. Parce que j'ai vu une empreinte de cire qui ne ressemble pas à celle ducale, et parce que des noms ont été prononcés. Je n'ai aucune autre science que celle des yeux. Si cela ne suffit pas, demandez au hasard des choses. Qui a touché le sceau? Qui a payé Mercier? Vous cherchez des fils, je peux vous en montrer la première pelote. » Dulac ne se contenta pas d'un simple acquiescement. Il parla de procédure, de risque, de l'importance de ne pas exposer une femme comme Claire à des représailles inutiles. Madame Hébert s'interposa avec la prudence d'une femme qui connaît les arcanes. « Monsieur, si vous entendez la parole, écoutez-la. Et si vous êtes convaincu, usons des moyens de la loi. Perquisition ordonnée, saisie des papiers. Nous ne cherchons pas à venger ou à déshonorer, mais à rendre la perspective d'une vérité. » Le magistrat prit une décision tempérée. Il accepta d'ouvrir une enquête sur la base d'une déposition confidentielle. Il fit aussi une recommandation dure, comme une porte entrefermée. Claire devait se préparer à témoigner non pas comme une héroïne, mais comme un témoin précis. On ne l'épargnera pas, mais sa parole pourra faire vaciller ceux qui se croient invincibles. Pour Dulac, la force de la justice résidait précisément dans la confrontation des petites vérités contre les grands mensonges. Dans les jours qui suivirent, Claire se trouva enchaînée à l'apprentissage d'une mémoire nouvelle. Elle répétait la disposition des feuilles sur le bureau du marquis, la façon dont la bande de cuir serrée montrait une marque d'usure à droite, la manière dont la lettre qui commençait par un « A » laissait une trace de plume plus appuyée sur la deuxième branche. Elle se souvint d'un petit nom griffonné dans la marge, un Monsieur Mercier. Et surtout, de la tache d'encre sur le coin inférieur comme d'un péché visible. Marguerite lui apportait des repères. Madame Hébert l'aidait à composer un récit précis et sans pathos. Et Dulac promettait de tenir la main de la loi serrée mais juste. La tension monta, palpable, comme dans un arc tendu. Le marquis, peut-être averti de quelque chose, afficha encore plus d'assurance. Il fit répéter à mi-voix son sourire et posa ses pas avec lenteur théâtrale. Le baron de Morlex, lui, avait tendance à refréner ses éclats, mais ses yeux se faisaient plus courts. On sentait dans la maison le frémissement d'une tempête qu'on ose nommer. Les petits indices commençaient à s'empiler du côté de Beauhaumont. Des lettres disparues, des menues transactions, des témoins dont la loyauté se payait en monnaie. Mais les papiers qui scellaient leur victoire, eux, restaient à la merci d'un geste ou d'un hasard. C'est dans cette précipitation que la première réplique véritable se produisit. Un messager remit à Armand un acte de mise sous caution de ses biens. Quelques huissiers, aux habits muets, vinrent lire à haute voix une décision de fermeture d'office sur une partie des terres administrées par le duc. On parla de mesures conservatoires. Armand se retira. Les domestiques virent leur maître changer de regard. Il n'y avait plus la même légèreté. Il était devenu prudent, presque éteint. Claire l'observait de loin, sans conversation directe. Elle se sentait autant responsable de son sort que les fils qui brodèrent les rideaux. Un soir, alors que la maison croulait sous une pluie fine, Claire trouva à sa fenêtre un papier plié, laissé comme par hasard entre deux pierres du perron. Le message était bref. Méfiez-vous des témoins qui se présentent payés. Le nom de Mercier vaut moins que l'or qu'on lui a donné.
L'écriture était tremblée. Personne ne sut indiquer l'auteur. Peut-être un domestique qui regrettait, peut-être un confesseur anonyme. Ce papier tourna l'angoisse en détermination. Il ne disposait pas de grandes ressources, mais il possédait la vérité semée dans des coins que les nobles ne fréquentaient pas. L'enquête avançait par petites marches. Un domestique, nommé Étienne, rapporta qu'un paquet avait été glissé dans la chambre du marquis quelques jours avant le bal. Marguerite se rappela d'un valet à l'allure nerveuse qui avait changé le garde-robe d'un invité en laissant des traces d'encre sur le plancher. Ces indices, maigres mais cumulatifs, commencèrent à tisser une corde qu'on pourrait tendre autour du cou du mensonge. La nuit précédant l'audience préliminaire, Claire monta dans le petit réduit qui surplombait la bibliothèque. Elle avait préparé ses images comme un soldat affûte sa lance. La cire, la tache d'encre, la bande de cuir, la signature hésitante. Elle savait aussi que, devant un conseil empli d'hommes savants et de nobles implacables, elle serait attaquée non seulement par l'accusation mais par le doute que sa condition de servante inspirait. Pourtant, alors qu'elle arrangeait ses pensées, une main sur son épaule la fit sursauter. C'était Marguerite, dont le visage, sous la flamme, apparaissait plus ancien encore. « Tu n'es pas seul », souffla l'aïeul. « Ils te verront demain, et ils chercheront à te briser par l'étonnement. Mais sache que les regards ont besoin d'un point d'ancrage. Si tu dis exactement ce que tu as vu, ils ne pourront pas te mettre en pièces. La vérité tient de la mémoire, et ta mémoire est ta meilleure armure. » Le jour où l'on devait présenter la déposition en privé au magistrat, les cloches de la chapelle sonnèrent, comme pour souligner le destin. Claire s'habilla avec l'aide de Marguerite d'un simple pourpoint à l'ancienne. Il ne s'agissait pas d'affecter une noblesse qu'elle n'avait pas, mais de donner à sa présence le respect qui semblait nécessaire. Madame Hébert, au visage durci par la réflexion, la prit sous son bras et la conduisit hors de l'ombre du château vers la maison du magistrat. En quittant le château, Claire jeta un dernier regard en arrière. Les lumières aux fenêtres semblaient des yeux qui la suivaient. Elle pensa à Armand, isolé, et au marquis, sûr de sa victoire. Elle pensa à Marguerite et à Madame Hébert, à Dulac qui avait accepté d'écouter, et à la petite tache d'encre qui pourrait, si les choses se passaient bien, suffire à démêler le mensonge. Il y avait dans son corps une peur sourde, mais aussi un courant de certitude, non pas d'être héroïne, mais d'avoir enfin une voix. Quand la porte de Dulac se referma derrière elle, la lumière de la rue resta là, comme un fil qui lui donnait le courage d'avancer. Elle était entrée dans un lieu où les mots avaient le pouvoir de sauver et le pouvoir de détruire. La conversation qui s'engagea fut mesurée, ponctuée de questions administratives que Claire répondit sans jamais enjoliver. Elle parla des détails précis. La forme imparfaite du cachet, la tache qui avait goûté sous la marge, un mot griffonné que nul autre n'aurait cru utile. Dulac prit des notes, hocha la tête, et fit appeler des huissiers pour vérifier la zone du marquis. Ce soir-là, en revenant vers les couloirs du château, Claire sentit dans l'air quelque chose qui n'était ni victoire ni défaite, mais la promesse d'une lutte où la justice pourrait, peut-être, songer à pencher la balance. Les pierres semblaient retentir d'un frisson. Les serviteurs marchaient avec une prudence nouvelle. Les rires des nobles paraissaient plus courts. La pièce d'échecs venait d'être mise en mouvement, et chaque protagoniste était désormais contraint de jouer. La suite tiendrait à des heures cramponnées aux détails, à la mémoire de Claire, au courage de Dulac, à la loyauté vacillante de Mercier, et à l'imprudence que le marquis finirait par montrer. Mais pour l'heure, Claire rentra, le cœur en sourdine, et s'endormit dans l'idée que parfois la vérité tient dans une tache d'encre et dans la mémoire d'une servante. Le château s'enroula autour d'elle, gardien silencieux d'un secret qui, peu à peu, menaçait d'éclater. Le château s'enroula autour d'elle, gardien silencieux d'un secret qui, peu à peu, menaçait d'éclater. Les jours suivants glissèrent, lents et crispés, sous l'éclat retenu des chandelles et le froissement des actes officiels. Dulac ne tarda pas à transformer la confiance en action mesurée. Il fit établir, par huissier et par écrit, une demande de perquisition motivée, fondée sur la déposition de Claire, sur les rapports d'Étienne et sur ces petites traces matérielles
qu'un regard exercé savait agréger en motif plausible. C'était un pas qui demandait plus que du courage. Il fallait une exactitude froide, une cohérence que le marquis ne pourrait démentir sans révéler la nature de sa supercherie. La requête eut l'apparence d'une épée simplement aiguisée. Elle ne cherchait pas à frapper les nobles, mais à tirer la vérité hors de la cachette. Dulac exposa son dessein à Madame Hébert dans le secret d'un bureau lambrissé, puis à Marguerite, qui rit par obligation et trembla par prudence. « Nous ne devons pas forcer la main plus que nécessaire, » dit le magistrat. « Les lois ont des mécanismes. Usons-en avec soin. J'ordonnerai une saisie des papiers du marquis au moment où il présentera ses pièces au conseil. Ainsi la coïncidence ne paraîtra pas fortuite mais nécessaire. » Le plan s'esquissa. Une audience extraordinaire serait convoquée, et ce jour-là Beauhaumont, certain de son triomphe, s'exposerait en exhibant ses feuillets. Dulac exigea que la fouille de l'étude du marquis s'effectuât sous la direction de huissiers assermentés et en présence d'un officier impartial. Les hommes de main que le marquis pouvait avoir ne furent point conviés. Il fallait neutraliser tout avantage de coulisses. Lorsqu'on fit part de cette manœuvre à Claire, elle ressentit une fois de plus la double facette de sa condition, l'honneur d'être appelée à jouer un rôle dans la vérité et la vulnérabilité d'une femme privée de protection. Marguerite et Madame Hébert lui donnèrent des repères. Dulac la prévint qu'elle pourrait être mise en difficulté, que l'on chercherait à la discréditer et qu'il faudrait tenir le cap. On travailla encore la mémoire, on corrigea la forme des phrases, on ôta les repentirs. Aucun pathos, seulement des images précises et un calme nécessaire. Le jour de l'audience, le château semblait tenir son souffle. Les couloirs se remplirent d'ombres élégantes. Les conseillers prirent place dans la salle haute, et les témoins affluèrent, certains souriant, d'autres les traits tirés. Armand, dont la dignité avait été laissée à vif depuis les premières mesures conservatoires, apparut comme un homme dont la couronne était une responsabilité plus qu'un ornement. Il tenait la tête droite, mais on devinait la fatigue au bord de ses yeux. Claire, vêtue avec simplicité mais d'un soin voulu, fut conduite dans l'ombre de la salle d'audience. Madame Hébert resta à ses côtés comme un bouclier discret. Beauhaumont entra alors, orchestre de soie et d'assurance. Il posa sur la table une liasse, la leva comme un trophée et déclama d'une voix qui avait la gourmandise des conquérants. « Voici les preuves qui mettent à nu la trahison. » Les murmures firent un rideau sonore, tandis que la liasse s'ouvrait, et qu'un huissier lut certains passages. Les pages, en apparence formelles, portaient une apparence de l'authenticité. Cachet, signature, mention d'intérêt. Autour, certains nobles plissèrent les yeux avec une curiosité froide. D'autres feignirent l'indignation. Dulac, impassible, observa les mouvements du marquis. À ses côtés, les huissiers prirent note, et, selon le plan, d'autres officiers se dirigèrent vers la porte du bureau du marquis. C'était l'instant de vérité pour l'un comme pour l'autre. S'ils le trouvaient vide et vide d'indices, la défense se réduirait à une querelle d'honneur. S'ils y découvraient des évidences, la chute du marquis serait annoncée au grand jour. Personne ne devinait, à l'exception de ceux qui tenaient ses fils, quelle tournure prendrait cette journée. Beauhaumont sourit d'un air triomphant et, d'un geste lent, évoqua la supériorité morale du duc. Il parla. Il parla de trahison, de lettres interceptées, d'un réseau qui risquait de miner la fidélité des vassaux. Sa voix était claire, mesurée, et derrière elle se devinait une préparation méticuleuse. Alors, comme si la scène l'exigeait, il posa la question que tout le monde attendait. Qui donc, sinon le duc, pourrait commettre un acte si répréhensible? Qui pourrait rendre des comptes si lourds? Le silence pesa. Claire sentit une sueur froide remonter ses tempes. C'était le moment où l'on cherchait à la réduire au silence par la grandeur de l'accusation. Mais Dulac, qui tenait la justice comme un instrument, s'avança d'un pas, sans relever la provocation. « Monsieur le marquis, » dit-il d'une voix claire, « vous placez sous nos yeux des actes qui requièrent confiance. Nous vous demandons l'origine de ces documents. Où furent-ils rédigés? Qui en fut témoin? » Beauhaumont choisit l'arrogance pour réponse. « Dans mon cabinet, comme il sied. Les actes sont authentiques, les signatures ne mentent pas. Le sceau. » Il inclina la tête d'un air entendu. « Le sceau est le sceau du duché.
Qui pourrait le contester? Ce mot, le sceau, fit courir une lame invisible dans l'air de la salle. Claire sentit une montée d'angoisse. Elle savait que, si Bohemond parvenait à faire croire à la perfection de ses empreintes, l'affaire serait close. C'était à cet instant que Dulac fit basculer la scène avec une douceur qui étonna plus d'un courtisan. « Nous avons, » répondit le magistrat, « des raisons d'interroger la sincérité de ces empreintes. Mademoiselle Moreau affirme avoir aperçu une particularité sur un de ses cachets. Une absence dans l'anneau, une marque d'imperfection. Nous avons donc ordonné une saisie des papiers du marquis afin de les confronter à la réalité matérielle. Que les huissiers rapportent leurs conclusions. » La salle murmura. Bohemond pâlit mais se recroquevilla dans un sourire. Il ne pouvait feindre la surprise absolue sans éveiller la suspicion. Son visage, jusque-là marmoréen de suffisance, se fendit d'un tressaillement. Dulac leva la main, et 2 huissiers, accompagnés d'un sergent, se levèrent pour se rendre au cabinet du marquis. Personne n'aurait jugé la manœuvre étonnante. La loi permettait la saisie, mais la coïncidence du moment avait la subtilité d'une lame bien placée. Le temps sembla s'étioler tandis qu'on attendait le retour des huissiers. Bohemond, sûr de lui, fit plusieurs remarques cinglantes pour meubler l'air. Certains se rirent. Au bout d'1 heure, qui sembla une éternité, les huissiers revinrent, portant un petit paquet enveloppé d'un tissu neutre. Le sergent déplia les feuilles et les posa sur la table. Une odeur de cire, de la poussière d'un meuble fermé, monta à la surface. On y vit des brouillons, des factures et des notes de main, des reçus griffonnés. L'une des pièces attira l'attention de tous. Un billet plié, taché d'encre, où figurait nommément la mention d'un paiement au capitaine Mercier. Un autre document, mieux encore, montrait une feuille copiée avec un sceau où l'empreinte présentait cette même faiblesse. La fleur du lys presque complète, mais l'anneau du centre incomplet, comme un cercle interrompu par un défaut de fusion. Bohemond perdit le masque. Il se leva d'un bond, rouge de colère, et tenta de monopoliser la parole. « Ce sont des forgeries !» cria-t-il. « On me calomnie !» Ses mains tremblèrent légèrement. Il regarda autour de lui comme un homme qui tente de conjurer des témoins. On ne peut s'en remettre à des intrigues d'alcôve. Ce sont des interpolations. Ce fut précisément la réaction qui fit que l'affaire bascula. La colère qu'il montra n'était pas celle d'un noble acculé à défendre un honneur, mais celle d'un homme qui a peur d'être dépossédé de son stratagème. Dulac, d'un calme de marbre, demanda alors que l'on comparât la cire et que l'on confrontât les documents saisis aux pièces exposées par Bohemond. Les 2 sceaux furent rapprochés. L'œil entraîné d'un huissier qualifié décela la ressemblance trompeuse. Les contours correspondaient, mais l'empreinte du marquis portait la trace d'un grattage, d'une retouche mal fondue, d'une substitution de matrice. La signature même, que Bohemond proclamait identique, présentait une hésitation, une hauteur de plume inégale, la marque d'un scribe qui avait craint la répétition. Mais l'élément qui acheva de fissurer la façade fut la découverte, parmi les notes, d'une liste de paiement, d'un petit carnet de compte, où figurèrent le nom de Mercier, la somme convenue, et une écriture que plusieurs reconnaissaient comme étant celle du baron de Morlex. Un billet, plié et marqué d'un petit signe, un anneau brisé, indiquait la livraison d'un paquet. Étienne, dans la salle, blêmit. Il reconnut l'écriture d'un valet qu'il avait vu filer, et nomma le jour où le paquet avait été glissé. Marguerite, d'un œil vif, confirma que la manière dont le paquet avait été dissimulé ressemblait étrangement à ce qu'elle avait vu autrefois. Tout s'accumulait. Pris à son propre piège, Bohemond chercha à détourner la question par des invectives. Mais la salle n'était plus dupe. On sut trop tard que sa nervosité devait être considérée comme une aveu. Le marquis perdit pied. Les conseillers murmurèrent entre eux. Dulac, qui tenait la justice comme un fil parfaitement tendu, ordonna alors que l'on mette Bohemond et le baron en résidence surveillée pour éviter toute fuite de documents. On scella leurs coffres, et des gardes vinrent poser une présence tacite à leur porte. C'était une mesure de précaution, pas une condamnation. Elle suffisait à mettre un frein aux manœuvres de dernière heure. Les jours suivants furent un enchaînement d'interrogatoires. Mercier, confronté aux preuves matérielles, comprit qu'il avait peu à gagner à persister dans le mensonge. On ne le jugea pas sans humanité,
La loi permet, lorsque le témoin prouve sa coopération, d'envisager une clémence proportionnée. Il confessa donc, il avait été payé, il avait prêté sa langue et sa présence pour quelques pièces sonnantes, et il nomma Bohemond comme orchestrateur. Le baron de Morlex, acculé, revint sur certains détails. Les sommes, les dates, les cachets, tout fut recoupé. On trouva aussi, dans un coffre du marquis, des brouillons où l'on voyait clairement la reconstitution maladroite d'un acte ducal. Le complot, bâti avec soin, s'effritait comme un mur rongé par l'averse. Armand, assis au fond de la salle, entendit le récit avec une douleur mêlée de soulagement. La venue de la vérité ne lui rendait pas l'innocence comme on retrouve un objet perdu. Elle l'ôtait d'un poids qui pesait sur tout son domaine. Il n'y eut pas d'esclandre triomphale. La loi suivit son cours, et la parole de Claire, tenue ferme et précise, fut l'un des éléments qui firent vaciller la construction. On ne fit pas d'elle une héroïne de roman dans les colonnes du Conseil. On la trouva exacte, utile et digne. Dulac, en homme de loi, proclama que la véracité de sa déposition, corroborée par les documents saisis et les aveux, suffisait à l'innocenter du duc, et à conduire à la mise en accusation des conspirateurs. La chute des marquis et du baron fut organisée avec la pondération attendue. Ils furent emmenés, non pas sous les huées, mais sous le regard mesuré d'une assemblée qui comprenait que, de la même manière que l'on punit la perfidie, il fallait ménager la place de la justice. Leurs biens furent saisis à titre conservatoire. Des registres furent ouverts pour réparer les torts causés au duché. Armand reçut des lettres d'excuses prudentes. Certains amis revinrent timidement, tandis que d'autres se tenaient à l'écart, gênés par la proximité de la disgrâce. Pour Claire, les conséquences pratiques furent immédiates et mesurables. La duchesse mère, informée des événements par madame Hébert et touchée par l'audace et la pudeur de la jeune femme, offrit à Claire une rente modeste mais stable et la proposition d'un emploi auprès de sa maison à Paris, afin de lui permettre d'accéder à l'instruction et à une position durable. « Vous avez rendu service à la maison, mademoiselle », dit la duchesse avec gravité. « Il n'est pas juste que l'on vous laisse sans moyens après un tel péril. Venez à Paris, vous y aurez des ressources, des livres et un toit où l'on vous traitera avec respect. » Claire accepta, partagée entre la gratitude, la peur d'un changement si brusque et le désir de voir une existence moins vulnérable. Marguerite, qui avait servi de confidente et de repère, pleura en secret et rit en public, et madame Hébert vint lui parler à voix basse. « Vous partez pour la ville, mademoiselle, mais gardez la mémoire. Les gens comme vous sont rares quand il faut faire face aux mensonges. N'abandonnez pas ce que vous avez appris. » Il vint, dans les semaines qui suivirent, des marques plus larges d'intérêt public. Armand fut réhabilité lors d'une cérémonie sobre, ses possessions furent en partie restituées, et il prit la décision, non pas de régner plus durement, mais d'agir avec plus d'attention envers ceux qui, comme Claire, constituaient la trame silencieuse de sa maison. Il instaura, sur proposition de la duchesse et avec l'aval du Conseil, des mesures civiles visant à améliorer le sort des domestiques, des petites pensions, des formations élémentaires pour permettre à certains d'apprendre la lecture, un système de recours lorsqu'un serviteur était accusé sans preuve. Ce n'était ni une révolution ni une largesse miraculeuse, mais une avancée tangible, un signe que la vérité avait fait pencher la balance vers une justice moins aveugle. Quant à Claire et Armand, leur relation prit une forme qui échappait aux clichés. Il n'y eut pas de passion subite et théâtrale, mais une proximité née de l'épreuve et d'un respect profond. Armand, qui avait observé Claire dans l'ombre des jours, fut touché par sa constance, par la manière dont elle avait assumé le risque, sans réclamer autre chose qu'une sécurité. Ils parlèrent souvent, d'abord de choses simples, du goût du thé, des livres qu'elle découvrirait à Paris, des jardins qu'il aimait, puis, lentement, des confidences plus intimes sur leurs peurs et leurs désirs. La reconnaissance s'ouvrit en affection, l'affection en tendresse mesurée. Il n'était pas question pour eux de confondre statut et cœur. Leur rapport se construisit sur une égalité nouvelle, discrète mais réelle. Le mariage, lorsque vint son heure, fut sobre. La duchesse, qui avait été un vecteur de la reconnaissance de Claire, présida aux préparatifs et fit valoir que la noce devait être un acte de justice autant que de joie. Que l'on sache que l'on peut échapper à l'injustice,
et que l'on aide ceux qui s'en trouvent pris, murmura-t-elle à Claire lors de la bénédiction. La cérémonie eut lieu non pas comme un triomphe éclatant, mais comme une fête douce où furent invités des domestiques, des voisins, et ceux qui avaient pris part à la vérité. Marguerite pleura silencieusement, Madame Hébert sourit d'un air presque sévère, et Dulac, dans sa dignité, prononça quelques paroles sur la vertu du témoignage. Avec le temps, Claire, désormais Madame de Valmont, usa de sa position pour faire plus que conserver un gain personnel. Elle n'oublia jamais l'odeur du bois usé, la poussière des passages secrets, l'ombre des corridors où les domestiques vivaient. À Paris, la duchesse mère la prit à son service, non pour la tenir à la lisière d'une cour, mais pour lui donner la chance d'apprendre, de lire et de préparer des projets. Claire organisa des lectures, fit venir des maîtres qui apprirent aux plus jeunes à déchiffrer et à écrire, et milita pour qu'une petite caisse soit instituée pour les veuves de domestiques morts en service. Elle était prudente, elle préférait l'action mesurée aux proclamations tonitruantes. Mais ces gestes, accumulés, firent une différence. La maison de Valmont elle-même changea. Le personnel vit son rôle revalorisé. On institua des réunions où l'on écoutait les doléances, et la duchesse se fit la protectrice attentive des serviteurs. On parla de politique sociale à voix basse dans les antichambres, et certaines mesures furent copiées par d'autres domaines. Les nobles qui avaient assisté à la chute du marquis en retinrent moins l'humiliation du perdant que la preuve que la vertu pouvait, parfois, triompher de la ruse. Il y eut bien des heures de réminiscence, des nuits où Claire se retournait dans son lit et revoyait la cire, la tache d'encre, le flimsy signe qui avait tout déclenché. Elle sut que sa vie avait été transformée par un détail presque insignifiant. Elle ne s'en glorifiait pas. Au contraire, elle en fit une leçon. La vérité habite souvent dans des choses minuscules, et c'est la patience de ceux qui observent qui permet de la rassembler. Elle rendit visite parfois à Marguerite et à Madame Hébert, conserva des amitiés anciennes, et sut garder sa modestie au milieu des honneurs. Le marquis et le baron, quant à eux, connurent la disgrâce. Leur sort fut réglé par la justice, et leurs voix se perdirent peu à peu dans les ors des salles qu'ils avaient fréquentées. Ils eurent à faire face aux conséquences de leurs actes, et les registres laissèrent trace des sommes détournées et des comptes falsifiés. Nul ne les fit prisonniers de la vengeance publique. La loi appliqua ce qui lui semblait juste. Perte matérielle, restriction de certains droits, et la honte comme compagnon. C'était peu, peut-être, aux yeux de certains, mais c'était la reconnaissance que la trahison ne reste pas impunie. Les années passèrent, et avec elles, la mémoire de la nuit du bal se mua en récit que l'on conta par morceaux, comme on restitue un conte à la veillée. Les servantes qui apprirent à lire dans la petite école de Claire racontaient parfois l'histoire à voix basse, comment une tache d'encre et la mémoire d'une jeune femme avaient renversé un complot. On parlait moins de la récompense matérielle que de la possibilité que la bouche d'un témoin discret puisse faire vaciller des princes. Le récit prit force et acquit une vertu exemplaire. Il rappela que la dignité ne dépend pas exclusivement des titres. Claire, dans la maturité, devint une figure de sérieux conseil à la duchesse. Elle ne chercha jamais les honneurs prophylactiques. Elle accepta une pension, une maison modeste à Paris et la possibilité d'œuvrer pour les autres. Armand, à ses côtés, gouverna non plus comme un monarque lointain, mais comme un homme qui savait écouter. Leur union ne fut pas un mariage de conquête sociale, mais la rencontre de deux volontés, façonnées par l'épreuve. Un jour, bien des années après les événements, on vit la duchesse inaugurer, dans la cour du domaine, une petite bâtisse destinée aux domestiques retraités, un lieu propre chauffé, où l'on offrait un toit et un travail léger pour qui en avait besoin. On dit avec une modestie qui faisait grand bruit, que l'idée était née d'une conversation entre une duchesse soucieuse et une servante devenue institutrice. Claire, debout aux côtés d'Armand, vit les anciens de la maison, ceux qui avaient apporté la parole, qui avaient tenu les plateaux et essuyé les mauvaises nouvelles, venir saluer leur lieu de refuge. Marguerite, plus vieille et cependant vive, posa la main sur l'épaule de Claire et dit « Tu as bien fait. La leçon que porta cette histoire ne fut pas une leçon de pouvoir, mais une leçon d'attention. Ceux qui avaient la charge des maisons apprirent à regarder de plus près,
et ceux qui n'avaient, d'ordinaire, que des voix faibles, comprirent qu'elles pouvaient parfois devenir des instruments de vérité. Le duché, s'il n'échappa pas entièrement aux intrigues, devint cependant un peu plus attentif à ces petits signes qui autrefois passaient pour des riens. Au fil des ans, Claire écrivit peu. Elle préféra l'action rustique à la parole savante. Mais lorsqu'on lui demandait quelle était la vraie noblesse, elle répondait d'une voix simple « La noblesse, ce n'est pas l'écusson. C'est le choix de dire la vérité quand tout invite au silence, et de prendre soin de ceux qui vous servent en retour. » Armand, écoutant ces mots, souriait doucement. Et parfois, dans la chambre commune, il lui arrivait de répéter une phrase qu'elle avait dite la première nuit où elle avait trouvé la bibliothèque. La vérité tient parfois à la tâche d'une plume. Ce mince détail resta pour eux deux la preuve que la justice est souvent un tissage fait de petites mains. Ils vécurent, non dans l'opulence ostentatoire, mais dans une stabilité retrouvée, et vécurent aussi pour rendre possible à d'autres une ascension qui, autrefois, eût paru inconcevable. Les domestiques de Valmont eurent des jours plus sûrs, et l'on racontait à leurs enfants que la voix d'une servante avait sauvé un duc. Lorsque la nuit tombait sur le domaine, et que l'on allumait les dernières chandelles, la bibliothèque conserva son caractère secret et sacré. Les passages furent entretenus, non plus pour des manœuvres d'ombre, mais pour des archives que l'on préservait. Marguerite, toujours alerte, continuait d'enseigner aux plus jeunes les signes à observer, et Madame Hébert, maintenant plus vieillie, gardait la même sévérité nuancée d'une affection que l'on devinait. Dulac, gardé dans la mémoire comme l'homme qui sut placer la justice au-dessus des craintes, passa parfois au domaine pour des cérémonies officielles, et l'on se souvenait avec respect de la manière dont il sut user des lois. Une fois, en regardant le ciel d'été au-dessus des tourelles, Claire songea à la fragilité de tout ce qui avait eu lieu. Un mot malheureux, une erreur de plume, un acte de témérité auraient pu orienter la vie de 100 personnes autrement. Elle comprit que l'exactitude n'était pas simplement un trait de caractère, mais un service rendu aux autres. Elle sentit aussi la responsabilité d'enseigner cette attention, de la transmettre comme on transmet une lampe. Armand et Claire eurent des enfants, et leurs enfants grandirent en entendant l'histoire non comme une épopée privée, mais comme une consigne morale. La vigilance, l'honnêteté et la compassion. Le château, qui avait connu la tourmente, retint désormais la leçon que la réputation se bâtit autant sur la droiture que sur la force d'un nom. La cour, si elle continua d'avoir ses intrigues, se retrouva moins prompte à avaler les accusations que l'on dressait sans preuve. Ce fut un lent progrès, fragile mais réel. Enfin, la mémoire de la nuit du bal resta un enseignement. Les paroles qui y furent murmurées, les taches d'encre et la cire imparfaite, eurent valeur d'exemple. On ne fit pas d'histoire grandiloquente d'un événement unique. Au contraire, l'on fit de la constance de Claire un modèle discret que l'on imitait en silence. Les gens apprirent à questionner, à recouper et à écouter ceux qui avaient la précaution d'observer. Ainsi se referme l'épisode de la tache d'encre et du sceau déficient. Non pas comme une victoire éclatante, mais comme une victoire de la patience, de l'observation et de l'action mesurée. La cour avait voulu incriminer sans preuve. Une servante, armée de mémoire et d'un courage qui n'était pas sans faiblesse, sut peu à peu rassembler les preuves nécessaires. La justice, aidée par des alliés prudents, fit son œuvre. Et la transformation qui suivit, celle d'une vie rendue plus digne et d'un domaine devenu un peu plus humain, atteste que la vraie noblesse ne s'orne pas seulement d'un titre, mais de l'éthique de ceux qui savent défendre la vérité. Si cette histoire vous a touché, abonnez-vous pour d'autres récits où la petite voix finit parfois par faire pencher la balance.